j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce soir pour une lecture murmurée de Mary Shelley, Frankenstein. J'en suis au chapitre 8. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Pardon. Et je vous dis à tout à l'heure après la lecture. Merci beaucoup. Rien n'est plus pénible pour le cœur de l'homme que le calme glacial qui succède aux sentiments divers soulevés par une suite rapide d'événements et la certitude qui enlève en même temps l'espérance et la crainte. Justine n'était plus. Et moi, je vivais. Le sang circulait librement dans mes veines, mais mon cœur était oppressé par le désespoir et le remords, dont rien ne pouvait me délivrer. Le sommeil fuyait de mes yeux. J'errais comme un mauvais génie, certain d'avoir causé d'horribles malheurs et convaincu que j'en préparais de plus horribles encore. Cependant, je portais dans le cœur des sentiments de bonté et l'amour de la vertu. J'avais commencé la vie avec des intentions bienveillantes et je désirais arriver au moment où je pourrais en faire preuve et me rendre utile à mes semblables. Maintenant, tout était changé. Au lieu de cette paix de conscience qui me permettait de jeter avec satisfaction les yeux sur le passé et donnait à mes espérances une force nouvelle, j'éprouvais le remords et le sentiment du crime qui me livrait à des tourments affreux et difficiles à dépeindre. Cette situation d'esprit influa sur ma santé, dont le rétablissement était complet. Je fuyais la présence des hommes, j'étais tourmentée par la joie et le bonheur des autres. Je ne trouvais de consolation que dans la solitude, une solitude profonde, terrible, semblable à la mort. Mon père s'aperçut avec peine que mon caractère et mes habitudes étaient sensiblement changés. Il essaya de me prouver, par des raisonnements, combien j'avais tort de m'abandonner à un chagrin immodéré. « Pensez-vous, Victor, dit-il, que je ne souffre pas comme vous? Il est impossible d'aimer plus un enfant que je n'aimais votre frère. » Des larmes vinrent mouiller ses yeux. Mais n'est-il pas du devoir de ceux qui survivent de chercher à ne pas augmenter leur malheur en laissant paraître l'excès du chagrin? C'est aussi un devoir pour vous-même, car la douleur excessive éteint toutes les facultés, ou rend même incapable de remplir les devoirs journaliers, sans lesquels l'homme n'est pas propre à la société. Cet avis était bon, mais il n'était nullement applicable à ma position. J'aurais été le premier à cacher mon chagrin et à consoler mes amis si le remords ne s'était mêlé à mes autres sentiments. Je ne pus alors répondre à mon père qu'avec un regard de désespoir et, dès lors, je cherchais à me dérober à sa vue. Vers cette époque à peu près, nous nous retirâmes à notre maison de Bellerive. Ce changement me fut particulièrement agréable. Notre résidence à Genève n'était pas sans inconvénient, car les portes de la ville étant régulièrement fermées à 10 heures, il était impossible de rester plus tard sur le lac. Là, j'étais libre. Souvent, dans la nuit, quand toute la famille reposait, je prenais une barque et passais plusieurs heures sur l'eau. Tantôt, en déployant les voiles, j'étais poussée par le vent. Tantôt, après avoir ramé jusqu'au milieu du lac, je laissais le bateau suivre son propre cours, m'abandonnant à mes tristes réflexions. Souvent, tout était tranquille autour de moi. Seule, j'étais agitée au milieu des scènes belles et majestueuses qui étaient sous mes yeux et dont le silence était interrompu par le seul cri des chauves-souris ou le croassement des grenouilles voisines du rivage. Eh bien, souvent j'étais tentée de me plonger dans le lac silencieux pour que les eaux m'engloutissent à jamais avec
tous mes malheurs. Mais j'étais retenue en pensant à la douleur de l'héroïque Élisabeth, que j'aimais tendrement et dont l'existence était attachée à la mienne. Je pensais aussi à mon père et aux frères qui me restaient. Les laisserais-je par une lâche désertion exposés sans protection à la méchanceté du démon que j'avais lancé au milieu d'eux? Dans ces moments, des larmes amères inondaient mon visage. Je désirais que la paix rentrât dans mon esprit, mais je ne la voulais que pour leur offrir des consolations et le bonheur. Vain désir. Le remords m'ôtait toute espérance. J'avais causé des maux irréparables et j'étais continuellement agitée par la crainte que le monstre que j'avais créé ne commît quelque nouveau forfait. J'avais un pressentiment confus que tout n'était pas fini et qu'il commettrait encore quelques crimes signalés et dont l'énormité effacerait presque le souvenir du passé. J'avais toujours sujet de crainte dès qu'une personne qui m'était chère restait en arrière. On ne peut se figurer l'horreur que m'inspirait ce démon. Si je pensais à lui, mes dents se serraient, mes yeux s'enflammaient et je brûlais d'ôter cette vie que j'avais donnée avec tant d'imprudence. Si je pensais à ses crimes et à sa méchanceté, ma haine et ma vengeance passaient toutes les bornes de la modération. Je serais montée au sommet le plus élevé des Andes si j'avais pu, de là, le précipiter à leurs pieds. Je désirais le revoir afin de faire retomber ma colère sur sa tête et de venger la mort de Guillaume et de Justine. Notre maison était celle du deuil. La santé de mon père était fortement ébranlée par l'horreur des derniers événements. Élisabeth était triste et découragée. Elle ne trouvait plus de bonheur dans ses occupations accoutumées. Il lui semblait que tout plaisir était un sacrilège envers les morts. Elle pensait qu'une douleur éternelle et les larmes étaient le juste tribut qu'elle devait payer à l'innocence indignement sacrifiée. Ce n'était plus cette heureuse personne qui, quelques années auparavant, errait avec moi sur les bords du lac et parlait avec ravissement de notre avenir. Elle était devenue grave et évoquait souvent l'inconstance de la fortune et l'instabilité de la vie humaine. En réfléchissant, mon cher cousin, disait-elle, à la mort malheureuse de Justine Moritz, je ne vois plus le monde et ses œuvres comme il me paraissait autrefois. Avant cette fin tragique, je ne voyais dans les actions vicieuses et dans les injustices que je lisais dans les livres ou dont j'entendais le récit que des contes d'autrefois ou des mots imaginaires. Du moins, ils étaient éloignés et plus familiers à la raison qu'à l'imagination. Mais maintenant, le malheur a pénétré parmi nous. Et les hommes me paraissent comme autant de monstres altérés de sang. Il faut cependant que je sois injuste. Tout le monde a cru la pauvre fille coupable et, certes, si elle avait commis le crime qui l'a conduite à l'échafaud, elle serait la plus perverse des créatures humaines. Pour quelques bijoux, assassiner le fils de sa bienfaitrice et amie, enfant dont elle avait pris soin depuis sa naissance et qu'elle paraissait aimer comme le sien. Je ne donnerais mon consentement à la mort de personne, mais je n'aurais pas hésité à regarder un être semblable comme indigne de rester dans le sein de la société. Cependant, elle était innocente. Je sais, je sens qu'elle l'était. Vous partagez cette conviction et votre opinion confirme la mienne. Hélas, Victor, quand le mensonge prend si bien l'air de la vérité, qui peut être assuré d'un bonheur certain? J'éprouve le même sentiment que si je marchais sur le bord d'un précipice auprès duquel 1000 personnes seraient rassemblées et chercheraient à me pousser dans l'abîme. Guillaume et Justine ont été assassinés et le meurtrier échappe.
il reste dans le monde, libre et peut-être respecté. Je serais condamnée à mourir sur l'échafaud pour les mêmes crimes que je ne voudrais pas changer de sort avec un être semblable. J'écoutais ce discours dans la plus extrême agitation. J'étais le véritable meurtrier, non par le fait, mais par les faits. Elisabeth remarqua facilement mon angoisse, prit ma main avec bonté et me dit « Mon bien cher cousin, il faut vous calmer. Dieu sait combien j'ai été affectée de ces événements, mais je ne suis pas aussi malheureuse que vous. Il y a dans votre figure une expression de désespoir et quelquefois de vengeance qui me fait trembler. Soyez calme, mon cher Victor. Je sacrifierai ma vie pour votre repos. Nous serons certainement heureux au sein de notre pays natal et, loin du monde, qui pourra troubler notre tranquillité? En parlant ainsi, elle versait des larmes et semblait se refuser aux consolations mêmes qu'elle me donnait. Mais en même temps, elle sourit afin d'écarter le sombre nuage qui m'entourait. Mon père, à qui l'expression des malheurs empreinte sur mon visage ne semblait que l'exagération de ce chagrin que je devais naturellement éprouver, pensa qu'un amusement conforme à mon goût serait le meilleur moyen de me rendre cette tranquillité d'esprit dont je jouissais auparavant. C'est dans cette vue qu'il était venu à la campagne. Ce fut dans la même vue qu'il nous proposa de faire tous ensemble une excursion dans la vallée de Chamonix. Je l'avais déjà parcourue, mais Elisabeth et Ernest ne la connaissaient pas, et tous deux avaient souvent témoigné d'un vif désir de voir un endroit dont on leur avait dépeint les merveilles et la magnificence. Nous partîmes de Genève pour cette tournée vers le milieu du mois d'août, c'est-à-dire près de 2 mois après la mort de Justine. Le temps était singulièrement beau et, si mon chagrin eût été de nature à se dissiper par quelque distraction, l'excursion que nous avions entreprise aurait certainement eu le résultat que mon père se proposait. Je ne pus néanmoins m'empêcher d'être touchée de la beauté de la scène. Elle me faisait quelquefois oublier mon chagrin sans pouvoir l'effacer. Le premier jour, nous voyageâmes en voiture. Le matin, nous avions aperçu, de loin, les montagnes vers lesquelles nous nous avancions insensiblement. Nous vîmes le vallon à travers lequel nous montions et qui était formé par la rivière d'Arve, dont nous suivions le cours, se refermer sur nous par degrés. Et, au coucher du soleil, nous nous trouvâmes entourés de tous côtés d'immenses montagnes et de précipices. Nous entendions la rivière couler avec fracas parmi les rochers et les cascades jaillir bruyamment autour de nous. Le lendemain, nous continuâmes notre voyage sur des mules. Plus nous élevions, plus l'aspect de la vallée était magnifique et enchanteur. Les châteaux en ruines, suspendus sur les précipices des montagnes couvertes de pins, larves impétueux, les hameaux qu'on voyait de tous côtés parmi les arbres, tout formait une scène d'une beauté singulière. Elle paraissait plus belle et plus sublime vue du côté des Alpes, dont la cime et les pyramides blanches et brillantes s'élevaient au-dessus de nous et semblaient appartenir à une autre terre habitée par une autre lignée d'hommes. Nous passâmes le pont Pélissier. Là, le ravin que forme la rivière s'ouvrit devant nous et nous nous mîmes à gravir la montagne qui le domine. Bientôt après, nous entrâmes dans la vallée de Chamonix, plus merveilleuse et plus sublime, mais non aussi belle et pittoresque que celle de Servoz que nous venions de traverser. Elle était bornée par de hautes montagnes couvertes de neige, mais nous ne vîmes plus de châteaux en ruine ni de campagnes fertiles. D'immenses glaciers bordaient la route. Nous entendions les avalanches tomber avec un bruit semblable au roulement du tonnerre.
Nous pouvions même distinguer l'espèce de fumée qu'elles laissaient sur leur passage. Le Mont Blanc, le suprême et magnifique Mont Blanc, s'élevait du milieu des pics dont il est entouré, et de sa cime terrible dominait toute la vallée. Pendant ce voyage, j'étais quelquefois avec Élisabeth, occupée à lui faire remarquer les différentes beautés de la scène. Souvent je retenais ma mule en arrière pour me livrer à mes douloureuses réflexions. D'autres fois, je poussais l'animal au devant de mes compagnons pour les oublier, eux, le monde et moi-même par-dessus tout. Lorsque j'étais à quelque distance, je mettais pied à terre et me jetais sur l'herbe, accablée par l'horreur et le désespoir. Nous arrivâmes à Chamonix à 8 heures du soir. Mon père et Élisabeth étaient très fatigués. Ernest, qui nous accompagnait, était content et dispos. La seule chose qui le contraria dans son plaisir était le vent du sud et la pluie, dont ce vent semblait être le précurseur. Nous nous retirâmes de bonne heure dans nos appartements. Je ne sais si ma famille trouva le sommeil, mais je ne dormis pas. Je restai plusieurs heures à ma fenêtre, à observer la pâle lueur qui éclairait le sommet du Mont Blanc et à écouter le bruit de larves qui coulaient sous ma fenêtre. Chapitre 9. Le lendemain, malgré les prédictions de nos guides, le temps fut beau mais nuageux. La source de l'Arveyron fut le premier but de notre curiosité, puis nous parcourûmes la vallée jusqu'au soir. Ces scènes sublimes et magnifiques étaient la plus grande consolation que je pusse recevoir. Elles élevaient mes idées. Si elles ne pouvaient bannir mon chagrin, du moins parvenaient-elles à le dompter et à le calmer. Elles faisaient aussi quelques diversions dans mon esprit, aux pensées dont il était occupé depuis un mois. Je rentrais le soir fatigué, mais moins malheureux, et je pus causer avec ma famille plus gaiement qu'il ne m'était arrivé depuis quelque temps. Mon père était satisfait, et Élisabeth pleine de joie. « Mon cher cousin, dit-elle, vous voyez quel bonheur vous répandez dès que vous êtes heureux. Ne succombez plus à la tristesse. » Le jour suivant, vers le matin, la pluie tomba à torrents et d'épais brouillards cachèrent la cime des montagnes. Je me levai de bonne heure avec un sentiment de mélancolie extraordinaire. Le temps me causait une impression dont je n'étais pas le maître. Je revins à mes anciennes idées et retombais dans ma douleur. Je savais combien mon père serait surpris de ce changement subit. Je voulus l'éviter jusqu'à ce que je fusse assez remis pour pouvoir cacher les sentiments qui m'accablaient. Je savais aussi qu'on passerait la journée dans l'auberge. Je résolus d'aller seule sur le sommet du mont Envers, sans craindre la pluie, l'humidité et le froid que j'étais accoutumée à supporter. Je me souvenais de l'effet terrible et nouveau dont mon esprit avait été frappé lorsque j'avais vu ce glacier pour la première fois. Son aspect m'avait alors empli d'un ravissement sublime qui donnait des ailes à l'âme et la transportait de ce monde de ténèbres vers un séjour de lumière et de joie. La vue des beautés de la nature avait toujours l'effet d'élever mon esprit et de me faire oublier les soucis passagers de la vie. Je connaissais le chemin et je résolus d'aller seule. Je n'aurais voulu emmener personne, sans quoi la grandeur solitaire de la Seine aurait cessé d'exister. La pente est escarpée, mais la route est coupée de petits détours sans fin, au moyen desquels on peut gravir la direction perpendiculaire de la montagne. C'est une scène effrayante de désolation. On voit dans 1000 endroits les traces de l'avalanche d'hiver. La terre est jonchée d'arbres brisés et renversés. Les uns sont entièrement détruits, d'autres sont couchés sur les rochers saillants de la montagne ou sur d'autres arbres. Plus haut, la route est entrecoupée par des ravins de neige, au fond desquels des pierres roulent continuellement. L'un d'eux est surtout si dangereux que le plus léger bruit,
Par exemple, la voix d'une personne parlant haut donne à l'air une commotion suffisante pour attirer la mort sur sa tête. Les pins ne sont ni grands ni touffus, mais sombres, et ajoutent à la sévérité de la scène. Je regardais la vallée qui était au-dessous de moi. D'épais brouillards, s'élevant des rivières qui la traversent, couronnaient les montagnes opposées, dont les sommets étaient cachés dans les nuages uniformes, tandis que la pluie tombait abondamment d'un ciel noir et augmentait l'impression mélancolique que je recevais de ces divers tableaux. Hélas, pourquoi l'homme se glorifie-t-il d'avoir des sensations supérieures à celles de la brute, puisqu'elles ne servent qu'à multiplier ses besoins? Si nous étions bornés à éprouver la faim, la soif et le désir, nous serions presque libres. Mais nous sommes émus par le moindre vent, par un mot prononcé au hasard ou par le souvenir que réveille ce mot. Voulons-nous nous reposer? Un rêve a le pouvoir d'agiter notre sommeil. Voulons-nous quitter le lit? Une seule pensée peut troubler la journée. Sentir, concevoir ou raisonner, rire ou pleurer, s'abîmer dans le malheur ou bannir les soucis n'est qu'une seule et même chose, car il y a une fin ou au chagrin ou à la joie. Les jours ne peuvent se ressembler, rien ne peut durer, tout est variable. Citation du poème Mutability de Percy Shelley. Il était presque midi lorsque j'arrivai au sommet de la montagne. Je m'assis quelque temps sur le rocher qui domine la mer de glace. Elle était couverte de brouillard. Les montagnes qui l'entourent en étaient également voilées. Dans ce moment, une brise dissipa le nuage et je descendis sur le glacier. Sa surface est très inégale. Elle s'élève ou s'abaisse comme les flots d'une mer agitée et paraît sillonnée de crevasses profondes. La plaine de glace a près d'une lieue d'étendue. Je mis environ 2 heures à la traverser. La montagne opposée est un rocher nu et perpendiculaire. En face de moi s'élevait le mont Envers, à la distance d'une lieue, et au-dessus le mont Blanc, avec une majesté terrible. Je m'arrêtai dans une crevasse du rocher à contempler cette scène merveilleuse et effrayante. La mer, ou plutôt le vaste fleuve de glace, était renfermé dans des montagnes dont les cimes aériennes dominaient les abîmes. Leurs pics, couverts de glace et éclatants, brillaient à la lumière du soleil parmi les nuages. Mon cœur qui, auparavant, était plein de tristesse, éprouva alors une sorte de joie, et je m'écriai « Esprit errant, s'il est vrai que vous soyez errant, et que vous ne reposiez pas dans vos lits étroits, accordez-moi ce faible bonheur, ou enlevez-moi au plaisir de la vie pour me porter parmi vous. » À ces mots, je vis tout à coup un homme à quelque distance qui s'avançait vers moi avec une rapidité surnaturelle. Il franchissait les crevasses de glace parmi lesquelles j'avais marché avec précaution. Il s'approcha et me parut d'une stature qui excédait celle d'un homme. Je fus troublée. Un brouillard couvrit mes yeux et je me sentis évanouir. Mais je fus bientôt remis par le vent froid des montagnes. En portant les yeux sur l'être qui approchait de plus en plus, je reconnus, objet de haine et d'effroi, celui que j'avais créé. Je frissonnais de rage et d'horreur, décidé à attendre son approche et à engager avec lui un combat mortel. Il approcha. Sa figure exprimait une douleur amère, mêlée de dédain et de perversité, et portait en même temps l'empreinte d'une laideur trop horrible pour être supportable aux yeux des hommes.
Mais je la remarquais à peine. La colère et la haine m'avaient d'abord privé de l'usage de la parole, et je ne la recouvrais que pour l'accabler de l'expression de ma fureur, de mon inimitié et de mon mépris. « Démon, m'écriai-je, oses-tu venir près de moi? Et ne crains-tu pas que je fasse tomber sur ta tête le poids de ma terrible vengeance? Éloigne-toi, vil insecte, ou plutôt demeure, afin que je te réduise en poudre. Ah, si je pouvais, en terminant ta malheureuse existence, rendre à la vie ces victimes que tu as si méchamment immolées. » Je m'attendais à cet accueil, dit le démon. Le monde hait les malheureux. Combien alors je dois être détesté, moi qui suis plus malheureux qu'aucun être vivant. Vous aussi, mon Créateur, vous me détestez, me méprisez, moi qui vous dois l'existence et à qui vous êtes attaché par des liens que la mort de l'un de nous pourra seule dissoudre. Vous voulez me tuer? Comment osez-vous jouer ainsi de la vie? Faites votre devoir envers moi, je ferai le mien envers vous et le reste de l'espèce humaine. Si vous consentez à mes conditions, je ne troublerai ni vous ni elle. Mais si vous vous y refusez, je rassasierai la mort jusqu'à ce qu'elle regorge du sang de vos derniers amis. Monstre abhorré, démon que tu es, les tortures de l'enfer sont une vengeance trop douce pour tes crimes. Misérable démon, tu me reproches de t'avoir créé. Viens donc que j'arrache l'existence que je t'ai si imprudemment donnée. Ma rage était au comble. Je m'élançai vers lui, poussé par tous les sentiments qui peuvent animer un homme contre l'existence d'un autre. Il m'échappa sans peine et me dit « Calmez-vous, je vous engage à m'écouter avant de donner cours à votre haine contre ma tête maudite. N'ai-je pas assez souffert sans que vous cherchiez à aggraver mon malheur? Quoique la vie ne soit qu'une accumulation de tourments, elle m'est chère, et je la défendrai. Souvenez-vous que vous m'avez fait plus puissant que vous ne l'êtes vous-même. Ma taille est supérieure à la vôtre, mes membres sont plus souples. Mais je n'essaierai pas de lutter contre vous. Je suis votre créature et je veux être doux et docile envers le maître et le roi que la nature m'a donné, si vous remplissez envers moi les devoirs qui vous sont confiés. Ah, Frankenstein, ne soyez pas équitable pour les autres et assez injuste envers moi pour me fouler aux pieds, moi, à qui votre justice, votre clémence et votre affection devraient être réservées. Souvenez-vous que je suis votre créature. Je devrais être pour vous un Adam, mais je suis plutôt l'ange déchu que vous privez du bonheur sans que j'aie commis aucun forfait. Partout je vois le bonheur, dont je suis seule à être irrévocablement exclue. J'étais bienveillant et bon. Le malheur m'a rendu semblable au génie du mal. Rendez-moi heureux et je pratiquerai encore la vertu. Éloigne-toi, je ne veux pas t'entendre. Je ne veux pas t'entendre. Il ne peut y avoir rien de commun entre toi et moi. Nous sommes ennemis. Éloigne-toi ou essayons nos forces dans un combat où l'un de nous devra succomber. Comment pourrais-je vous émouvoir? Rien ne vous portera à jeter un regard favorable sur votre créature qui implore votre bonté et votre compassion. Croyez-moi, Frankenstein, j'étais porté au bien. Mon âme respirait l'amour de l'humanité. Mais ne suis-je pas isolée, misérablement isolée dans la nature? Vous m'abhorrez, vous qui êtes mon créateur. Quel espoir puis-je avoir en vos semblables qui ne me doivent rien? Ils me méprisent et me haïssent.
Les montagnes désertes et les affreux glaciers sont mon refuge. J'ai erré ici pendant plusieurs jours. Les cavernes de glace, que seul je ne crains pas, sont une demeure pour moi, et la seule que l'homme n'envie point. Je reste dans ces climats glacés qui me sont plus favorables que l'homme. Si toute l'espèce humaine savait que j'existe, elle ferait comme vous et s'armerait pour me détruire. Ne dois-je pas haïr à mon tour ceux qui m'abhorrent? Je ne garderai aucune mesure avec mes ennemis. Je suis malheureux et ils partageront mon malheur. Cependant, il était en votre pouvoir d'adoucir mon sort et de le délivrer d'un démon qui, si vous n'y prenez garde, peut devenir si terrible que non seulement vous et votre famille, mais 1000 autres seront enveloppés dans sa rage. Laissez-vous aller à la pitié et ne me dédaignez pas. Écoutez mon histoire. Lorsque vous l'aurez entendue, abandonnez-moi ou ayez pitié de moi, selon que vous m'en jugerez digne, mais écoutez-moi. Les criminels ont obtenu des lois humaines, toutes cruelles qu'elles soient, dont le droit de parler pour leur propre défense avant d'être condamnés. Écoutez-moi, Frankenstein. Vous m'accusez d'un meurtre et, cependant, vous détruiriez avec joie votre propre créature. Ah, louez l'éternelle justice de l'homme. Cependant, je ne vous demande pas de m'épargner. Écoutez-moi, et alors, si vous le pouvez, si vous le voulez, détruisez l'ouvrage de vos mains. Pourquoi me rappelles-tu des circonstances dont la pensée me fait frissonner et que j'ai créé moi-même pour mon malheur? Maudit soit le jour, démon exécrable, où tu vis pour la première fois la lumière. Maudites soient les mains qui t'ont formé, malédiction sur moi-même. Tu m'as rendu malheureux au-dessus de toute expression. Tu ne m'as pas laissé la force de voir si je suis juste ou injuste envers toi. Éloigne-toi, délivre-moi de la vue de ta forme détestée. Je puis vous en délivrer, mon Créateur, dit-il en plaçant devant mes yeux ces mains que je repoussais avec violence. Ainsi, j'ôte à votre vue ce que vous abhorrez. Vous pouvez encore m'écouter et m'accorder votre pitié. Je vous la demande au nom des vertus que j'ai possédées autrefois. Écoutez mon histoire, elle est longue et étrange. Et la température de ce lieu n'est pas bonne pour vos sensations délicates. Venez dans ma cabane sur la montagne. Le soleil est encore élevé dans les cieux avant qu'il descende pour se cacher derrière ces précipices couverts de neige et éclairer un autre monde. Vous aurez entendu mon histoire et vous pourrez vous décider. Il dépend de vous que je quitte à jamais le voisinage de l'homme et que je mène une vie innocente, ou que je devienne le fléau de vos semblables et l'auteur de votre prompte ruine. À ces mots, il marcha à travers la glace. Je le suivis. Mon cœur était gonflé et je ne lui répondis pas, mais en avançant, je pesais les différents motifs dont il s'était servi et me déterminais du moins à écouter son récit. Cette résolution, dans laquelle la curiosité entrait pour beaucoup, fut confirmée par un sentiment de compassion. Jusqu'à présent, j'avais cru qu'il était le meurtrier de mon frère. Je voulus connaître si cette conviction était à tort ou à raison. Pour la première fois aussi, je sentis quels étaient les devoirs d'un créateur envers celui qui l'a formé. Je compris que je devais le rendre heureux avant de me plaindre de sa méchanceté, et ces motifs m'engagèrent à consentir à sa demande. Nous nous mîmes donc à traverser la glace et à gravir le rocher opposé. L'air était froid, la pluie recommençait à tomber. Nous entrâmes dans la cabane, le démon avec un air d'allégresse, moi le cœur oppressé et l'esprit abattu.
J'avais consenti à l'écouter. Je m'assis auprès du feu qu'avait allumé mon odieux compagnon, et il commença ainsi son histoire. Et c'est la fin de cette lecture. Je vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une belle nuit, une douce nuit. Faites de beaux rêves. Merci beaucoup et à très bientôt pour la suite de Frankenstein et d'autres